Bonjour, je suis Léonie Dubois, j'ai 27 ans. Ce samedi matin-là, mon petit frère, Antoine, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Annule ton rendez-vous chez le médecin et conduis-moi à l'aéroport tout de suite. » J'ai répondu « Non. » La seconde d'après, sa main a claqué mon visage si fort que j'ai chancelé. « Salope égoïste » a-t-il hurlé. Mes parents n'ont même pas scié. Maman a juste ajouté froidement « Son avenir compte vraiment. » Le tien non. Ce rendez-vous chez le médecin, celui que j'avais attendu 9 longs mois, celui qui allait me dire si la grosseur dans mon cou était un cancer ou non. Son vol pour le tournoi national, Jeune Talent, le camp d'entraînement qui pourrait lui assurer un contrat de plusieurs millions avec le PSG. Je suis partie ce jour-là et ils ont tout perdu. Si votre propre famille a déjà choisi le rêve de quelqu'un d'autre plutôt que votre vie littérale, restez jusqu'à la fin. Celle-ci se termine froidement. Appuyez sur le bouton « S'abonner » dès maintenant pour ne jamais manquer une seule histoire vraie comme celle-ci. J'ai toujours été l'ombre en marge de notre propre jardin. Depuis que mon petit frère, Antoine, a eu 8 ans, ce jardin était son royaume. Papa a arraché l'herbe et a coulé une dalle de béton juste pour qu'il puisse avoir un couloir de frappe de 18 mètres avec des filets professionnels et un éclairage de stade qui illuminait tout le quartier. Tous les lundis, mercredis et vendredis, un nouveau coach privé en veste d'échauffement de Ligue majeure arrivait dans un 4x4 surélevé à 300 € de l'heure en espèces. Sans reçu. Les week-ends n'étaient plus des week-ends. C'étaient des vols de nuit pour Montpellier, Marseille, Bordeaux, où que se trouvent les meilleurs tournois de baseball de voyage ce mois-là. Antoine volait en première classe quand il avait 12 ans. Je prenais encore le bus pour aller à l'IUT. Je payais mes propres livres, ma propre nourriture, tout ce qui était à moi. Pendant qu'Antoine avait des crampons sur mesure moulés à ses pieds toutes les 6 semaines, je travaillais de nuit comme femme de ménage dans un parc de bureaux près de la Défense, puis je pointais à 6 heures du matin chez Paul près de l'Opéra pour accumuler suffisamment de crédit pour être transférée à la Sorbonne. Ma chambre était le sous-sol inachevé, avec des murs en parpaing, une ampoule nue, un futon que j'avais trouvé sur le bon coin, et une bande-son constante de balles de baseball claquant contre le filet au-dessus de ma tête jusqu'à minuit. Certaines nuits, je comptais les coups au lieu de compter les moutons, 137, 138, jusqu'à ce que les lumières s'éteignent enfin. Maman gardait un grand tableau blanc effaçable sur le réfrigérateur avec toute l'année d'Antoine tracée en rouge. Championnat du monde du 18 en juillet, tournoi national, Jeune Talent, en juin. Stage de détection en août. Mon emploi du temps n'a jamais eu une seule case. Quand je suis entrée à la Sorbonne avec une bourse partielle, papa a levé les yeux de son téléphone juste assez longtemps pour dire « Cool, ça veut dire que tu partiras plus tôt d'ici. » Ils ne sont pas venus à ma remise de diplôme. Antoine avait un camp d'entraînement en Bretagne ce week-end-là. Maman m'a envoyé un SMS avec un emoji de balle de baseball et rien d'autre. À 26 ans, j'avais enfin un vrai travail dans une agence de publicité dans le centre-ville, gagnant assez pour louer un studio de 35 mètres carrés près de la gare de l'Est. J'envoyais toujours de l'argent à la maison chaque mois parce que les frais de tournoi avaient encore augmenté ou que le nouveau radar coûtait 2000 € ou que l'équipe avait besoin de nouveaux uniformes avec le numéro d'Antoine brodé en 3D dans le dos. Je me disais que c'était temporaire. Une fois que j'aurais fait vérifier la grosseur dans mon cou, une fois que je saurais que j'allais bien, j'arrêterais. Je tracerai enfin la ligne. La grosseur est apparue juste après mon 26e anniversaire, dure comme une bille sous ma mâchoire. Le médecin de famille à Boulogne-Billancourt l'a senti, a froncé les sourcils et m'a envoyé directement chez un ORL. L'ORL m'a envoyé en oncologie. Chaque spécialiste à distance raisonnable avait des listes d'attente s'étendant sur 6 à 10 mois. J'ai pris le tout premier rendez-vous que l'on m'a proposé, 9 mois plus tard. Je l'ai marqué sur mon calendrier téléphonique en rouge, la seule chose rouge qui me concernait. Et j'ai attendu. J'ai attendu que la grosseur grossisse. J'ai attendu que ma voix commence à se briser sur certains mots. J'ai attendu que la balle rapide d'Antoine passe de 148 à 155 km/h et que les sites de recrutement commencent à l'appeler un bras générationnel. Personne dans cette maison ne m'a jamais demandé comment j'allais. Maman n'appelait que lorsque l'entraîneur avait besoin d'un autre paiement. Papa n'envoyait de SMS que lorsqu'Antoine avait besoin d'être conduit à l'aéroport parce qu'Uber était trop lent. Je continuais à virer l'argent,
à apporter des boissons énergisantes et des graines de tournesol, à faire semblant de ne pas remarquer que mes colliers ne reposaient plus à plat. Je me disais qu'une fois le rendez-vous venu, tout changerait. Je finirais par compter pour quelqu'un, même si ce n'était que le médecin. Mais ce rendez-vous tombait le même samedi qu'Antoine devait être à l'aéroport Charles de Gaulle à 8 heures du matin pour le vol charter privé vers le plus grand camp d'entraînement de sa vie. Et pour la première fois en 27 ans, j'ai réalisé que j'en avais assez d'être l'ombre. Ce samedi matin-là, Antoine est descendu les escaliers en faisant un bruit de tous les diables, comme si toute la maison était son clubhouse personnel. Il portait son sweat à capuche, jeune talent, celui avec son numéro brodé en grand dans le dos, un sac de sport balançant, ses AirPods diffusant la playlist entraînante dont il était obsédé cette semaine-là. Il ne m'a même pas regardé, il a juste aboyé vers la cuisine. « Léonie, les clés. On part dans 25 minutes, le vol est à 10 heures. » J'étais appuyé contre l'îlot central, serrant le premier café chaud que j'avais bu en paix depuis une éternité. Mon téléphone était posé face visible à côté de moi, l'écran brillant avec le rappel pour lequel j'avais vécu, UL SANU Oncologie, Dr Sarah Martin. 11h30, ne pas reporter. J'ai bu une lente gorgée et j'ai dit, je ne te conduis pas. J'ai mon rendez-vous. Il s'est arrêté à mi-chemin du salon, a retiré un AirPod. Quel rendez-vous? Le spécialiste. La grosseur dans mon cou. Celle que j'attends depuis 9 mois. Il a ri, comme si j'avais raconté la blague la plus nulle du monde. Tu es sérieuse là? Appelle-les et décale ça. C'est le tournoi national, jeune talent, Léonie. Toutes les équipes du PSG envoient des recruteurs. Je ne vais pas rater ma chance parce que tu as une visite médicale au hasard. Ce n'est pas au hasard. Ils vont faire une biopsie. Ça pourrait être un cancer. Il a levé les yeux au ciel si fort que toute sa tête a suivi le mouvement. Mon Dieu, tu es tellement dramatique. Tu as ça depuis des lustres et tu te promènes très bien. Annule ça. Non. Juste ce mot. Calme, plat, définitif. L'atmosphère dans la pièce a changé instantanément. Il a laissé tomber son sac, a fait 3 pas vers moi jusqu'à ce que nous soyons nez à nez. Sa voix est tombée à ce murmure qu'il réserve aux personnes qui osent lui dire non. Prends tes clés. Monte dans la voiture. Conduis-moi à l'aéroport, putain. Je ne le ferai pas, sa main a bougé plus vite que je ne pouvais la suivre. Paume ouverte, pleine force, elle a claqué le côté gauche de mon visage comme une balle rapide de ligue majeure. L'impact m'a fait tourner. Ma hanche a heurté le coin pointu de l'îlot. Le café a explosé sur le comptoir et je suis tombée lourdement sur le tapis du salon, les oreilles bourdonnantes, la vision clignotant en blanc. Maman et papa étaient déjà là. Ils étaient entrés pendant que nous nous disputions et n'avaient pas fait un bruit. Papa a croisé les bras, m'a regardé par terre et a prononcé les seuls mots qu'il me dirait encore. Son avenir compte vraiment. Le tien non. Maman n'a même pas jeté un coup d'œil dans ma direction. Elle était trop occupée à s'assurer que la carte d'embarquement d'Antoine était affichée sur son téléphone. Je suis restée par terre pendant peut-être 4 secondes, goûtant le sang, sentant le contour parfait de sa main me brûler la peau. Quelque chose en moi qui avait été fissuré pendant des années s'est finalement brisé en deux. Je me suis relevée, lentement, j'ai essuyé ma bouche et je suis passée devant eux 3 sans un mot. J'ai monté les escaliers jusqu'à la chambre que j'utilisais à peine. J'ai attrapé le sac de voyage que je gardais pour les voyages de travail de dernière minute. J'ai jeté 3 jours de vêtements supplémentaires. Mon chargeur d'ordinateur portable, mes affaires de toilette, le dossier épais avec tous mes dossiers médicaux et l'enveloppe avec 4 000 € en espèces que j'avais cachées dans une boîte à chaussures pour les urgences. 14 minutes entre le moment où sa paume a touché mon visage et le moment où je suis redescendue. Antoine était déjà dans le garage, hurlant à propos de la circulation. Maman tenait sa gourde de shaker comme si elle était en or. Papa ne s'est jamais retourné. J'ai marché directement vers la porte d'entrée. Antoine a crié depuis le garage, « Léonie, qu'est-ce que tu fais, bon sang ?» Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert la porte, je suis sortie dans la matinée glaciale de mai et je l'ai refermée derrière moi avec un doux clic final qui a semblé plus fort que la gifle elle-même.
Je suis montée dans ma voiture, j'ai reculé de l'allée et j'ai quitté cette maison pour la dernière fois de ma vie. Je suis allée directement à l'hôpital avec l'empreinte de la main de mon frère encore brûlante sur mon visage. J'ai pris le ticket du parking à 10h57, j'ai trouvé une place au niveau 4 et je suis restée dans la voiture pendant 3 minutes entières à me regarder dans le rétroviseur. La marque devenait déjà violette. 5 doigts parfaits délimités comme une marque. J'ai pris mon dossier médical, j'ai fermé la voiture à clé et je suis entrée. La salle d'attente d'oncologie était calme, principalement des patients âgés et un adolescent effrayé avec sa mère. Lorsque l'infirmière a appelé Léonie Dubois, elle a fait la même double prise que la réceptionniste, mais elle est restée professionnelle. Je l'ai suivie dans le couloir jusqu'à la salle de procédure. La docteure Sarah Martin attendait déjà, dossier en main, blouse blanche impeccable. Elle a levé les yeux, a vu mon visage et le dossier s'est abaissé lentement. « Léonie, qui vous a fait ça ?» J'ai ouvert la bouche pour mentir, pour dire que j'avais heurté une porte, mais rien n'est sorti. Au lieu de cela, toute la matinée a déferlé d'un coup. Antoine qui avait besoin d'aller à l'aéroport, la gifle, mes parents qui restaient là comme si j'étais une étrangère. Les 15 minutes d'exode. Sarah a écouté sans bouger un muscle. Quand j'ai fini, elle a posé le dossier, a retiré ses gants et a dit « Vous ne retournerez pas dans cette maison. Ni ce soir. Ni jamais, si j'ai mon mot à dire. » La biopsie à l'aiguille fine a duré 8 minutes, anesthésie locale, pression rapide, un pansement, c'était fait. Elle m'a dit que les résultats prendraient 5 à 7 jours ouvrables et a programmé le suivi. Puis elle a posé la question qui a brisé le dernier fil qui me retenait. Avez-vous un endroit sûr où aller après ça? Non. Mon bail de studio avait pris fin en mars. Je dormais au sous-sol sur un matelas pneumatique chaque fois que j'étais en ville. Sarah n'a pas hésité. Vous venez chez moi. Chambre d'amis, clé de rechange. Grand golden retriever stupide qui pense que tout le monde est son nouveau meilleur ami. Pas de discussion. J'ai essayé de protester. Elle m'a fait taire d'un seul regard. J'ai vu ce qui se passe quand les gens y retournent après le premier coup. On ne fait pas ça. Sa maison était une modeste maison de plein pied des années 70 à Montreuil, les lumières de Noël clignotant toujours sur le porche parce que la vie est trop courte. Elle m'a tendu un sac de maïs surgelé, a versé 2 verres très généreux de cabernet et m'a assise à sa table de cuisine. Puis elle a demandé ma carte d'assurance pour pouvoir terminer les formalités hospitalières sur son ordinateur portable. J'ai glissé mon portefeuille sur la table. Elle l'a ouvert, a sorti la carte, puis s'est arrêtée net. Léonie, pourquoi y a-t-il 9 cartes de crédit ici à votre nom que je suis à peu près sûre que vous n'avez pas ouvertes? Je lui ai dit que je n'en avais que 2. Elle s'est connectée au portail de facturation sécurisé des patients, a demandé un rapport de crédit mis à jour à des fins de vérification d'assurance. Il s'avère que les oncologues peuvent obtenir des rapports complets en cas de suspicion de fraude. Et nous avons regardé l'écran se charger ensemble. Dette non garantie totale à mon nom, 178 412 €. 9 cartes différentes toutes ouvertes au cours des 36 derniers mois. Tout au maximum, tout avec des schémas de paiement qui correspondaient au calendrier de baseball d'Antoine comme une empreinte digitale. 29 800 € sur une carte Platinum pour les hôtels de l'équipe à Montpellier, Marseille et Bordeaux. 33 100 € sur une carte Black pour les forfaits d'entraînement privés, les radars, les appareils de musculation, les abonnements à des programmes d'entraînement de baseball. 41 200 € sur une Visa Business pour les vols charters, les jets privés pour les banquets d'équipe, 34 300 € répartis sur 2 cartes pour les compléments de performance d'une pharmacie de composition de Nice qui avait été classée 2 fois par l'Agence française de lutte contre le dopage pour la vente de trembolone et de testostérone à des joueurs de ligue mineure. Chaque demande comportait mon numéro de sécurité sociale, ma signature scannée à partir d'anciennes fiches d'autorisation scolaire, mon adresse à Boulogne-Billancourt. Certaines mentionnaient même Antoine comme utilisateur autorisé afin qu'il puisse les exhiber lors des dîners d'équipe. Sarah a fixé l'écran pendant un long moment. Puis elle a fermé l'ordinateur portable, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Votre famille ne vous a pas seulement agressé ce matin. Ils vous ont volé sans vergogne pendant des années, et ils ont utilisé votre avenir pour acheter le sien.
Je suis restée assise dans la cuisine chaleureuse d'une inconnue, tenant du maïs surgelé sur le côté de mon visage, fixant le chiffre qui représentait maintenant toute ma vie d'adulte endettée. 178 000 euros. Chaque centime canalisé dans le mythe d'Antoine Dubois, futur premier choix de repêchage. Et personne dans cette maison n'avait jamais pensé à me demander si j'allais bien. 2 semaines plus tard, le monde du baseball s'est enflammé. J'étais debout dans la cuisine de Sarah, vêtue d'un vieux sweatshirt de la Sorbonne, mangeant du yaourt directement du pot quand mon téléphone a commencé à devenir fou. Il n'a pas sonné. Il a vibré sur le granit comme s'il essayait de s'échapper. Je l'ai pris et l'écran était déjà une zone de guerre. D'abord, il y a eu les captures d'écran de groupes de discussion de parents à qui je n'avais pas parlé depuis le lycée. Puis les espaces Twitter, puis les messages directs de comptes que je ne suivais même pas. Le tournoi national, Jeunes Talents, avait effectué des tests surprises sur tous les lanceurs qui lançaient à plus de 148 km/h ce week-end-là. Antoine a été retiré du monticule après sa 4e manche, escorté au service médical par 2 hommes en polo avec des badges de la FLD. Ils ont prélevé du sang et de l'urine sur place. Les résultats sont revenus du laboratoire olympique de Châtenay-Malabry en moins de 48 heures, positifs à 3 composés anabolisants distincts, boldenone, un décillénate de nandrolone et un rapport TE de 28,1. Des chiffres si caricaturalement élevés que le laboratoire l'a signalé comme incompatible avec un usage thérapeutique et l'a envoyé directement au bureau de recrutement du PSG. À 10h12, son nom a disparu des classements en direct. À 11h03, le compte officiel des « Jeunes Talents » a publié la déclaration la plus sèche de l'histoire du sport. Le participant Brad Fasfen 04 a été retiré de l'événement et est inéligible pour toutes les activités futures des « Jeunes Talents » en raison d'une violation des règles antidopage. À midi, tous les sites de recrutement l'avaient effacé. Baseball France, Jeunes Talents, prospect en direct, tout avait disparu. Son profil de joueur redirigeait désormais vers une page 404. Les 11 entraîneurs de première division qui lui avaient envoyé des émojis de cœur pendant 2 ans ont soudainement cessé de répondre au tirement. 11 offres de bourse complètes ont disparu comme si elles n'avaient jamais existé. Le tableau de sélection du PSG, qui le projetait comme un des 15 meilleurs choix en 2027, ne contenait plus qu'une seule ligne dans les notes internes qui ont fuité 1 heure plus tard, interdiction permanente de baseball mondial. Ne pas contacter. Mon téléphone est devenu une arme. Maman a envoyé 41 messages en 6 minutes. Tu as fait ça. Tu es morte pour nous. Ton frère pleure dans sa chambre et c'est de ta faute. Papa a envoyé une note vocale. 38 secondes de pur venin. Tu as intérêt à prier pour que je ne te revoie jamais. Antoine a envoyé 87 SMS avant que je ne le bloque. Ils ont commencé par des négociations, sont passés aux menaces, et se sont terminés par lui sanglotant en majuscules que j'avais assassiné son rêve. Comme si c'était moi qui avais tenu la seringue. À 15h, quelqu'un avait déjà lancé une cagnotte en ligne intitulée « Aider Antoine Dubois à lutter contre un faux positif ». Elle a été retirée en 20 minutes pour violation des conditions d'utilisation. À 17h, le message principal sur le plus grand forum de recrutement était un fil de discussion de 47 pages intitulé « Le scandale des stéroïdes d'Antoine Dubois, chronologie et preuves » avec 1,2 million de vues. Quelqu'un a posté des photos côte à côte. Antoine a 16 ans lançant à 143 km/h, Antoine a 18 ans lançant à 156 km/h, les veines sortant de son cou comme des câbles. Les commentaires étaient brutaux, définitifs. J'étais assise sur le sol du salon de Sarah, jambes croisées, faisant défiler le carnage, tandis que son Golden Retriever posait sa tête sur mon genou. Chaque notification était une autre brique dans le mur qu'ils avaient construit autour de lui, le broyant finalement. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste regardé l'empire qu'ils avaient vendu mon avenir pour acheter s'effondrer en temps réel et je n'ai absolument rien ressenti. À 21h42, maman a appelé d'un nouveau numéro. J'ai laissé sonner. Elle a laissé un message vocal que j'ai écouté en haut-parleur pour que Sarah puisse l'entendre aussi. Il a essayé de se faire du mal ce soir à cause de ce que tu as fait. S'il meurt, son sang est sur tes mains. Rentre à la maison tout de suite et arrange ça. J'ai bloqué ce numéro aussi.
Puis j'ai posé le téléphone face contre terre, je me suis versé un verre d'eau et je suis allé me coucher. Pour la première fois de ma vie, personne dans cette maison ne pouvait m'atteindre. Et l'avenir doré et parfait d'Antoine était déjà enterré 6 pieds sous terre. Je leur ai donné 30 jours de silence radio total. Je ne les ai pas bloqués pour le drame. Je les ai effacés. Nouveau téléphone, nouveau numéro, nouveau courriel, tout nouveau. Sarah a changé le mot de passe de la caméra de sa sonnette la même semaine après que maman ait essayé de se présenter à 2 heures du matin en pleurant sur le porche. Des images de sécurité seulement, pas de conversation. Au 31e matin, je suis entrée dans le bureau du 17e étage de Maître Bernard à Paris. Le même Bernard qui m'avait jadis payé en bière et pizza pour écrire sa thèse de fin d'études. Maintenant, il portait un costume à 3 000 € et avait « avocat conseil en crime financier » sur sa porte. Je lui ai déposé un classeur de 5 cm d'épaisseur devant lui et j'ai dit « Je veux qu'ils aillent en prison fédérale ». Il l'a ouvert. Page 1, la photocopie de ma carte de sécurité sociale à côté de 9 fausses demandes de carte de crédit. Page 2, les 41 200 € de frais de carburant pour jet privé. Page 50, les reçus de la pharmacie pour 4 cycles de testostérone et nandrolone adressés à A. Dubois Boulogne-Billancourt. Page 400, les relevés bancaires montrant chaque paiement provenant du compte de la société de Richard ou de la carte de débit personnel de maman. Bernard n'a pas tressailli une seule fois lorsqu'il a fermé le classeur. Il a simplement dit, 10 ans minimum pour l'organisateur. C'est votre père. Il a tout déposé le jour même. Pas au tribunal d'État. Division des enquêtes criminelles du fisc fédéral, évasion fiscale sur les dépenses de l'entreprise de baseball. Crime financier du FBI, Bureau de Paris, fraude par virement bancaire, usurpation d'identité transfrontalière. Service d'inspection postale des États-Unis, fraude postale. Ils ont utilisé la poste pour recevoir les cartes. Procureur des États-Unis, district de Paris, dossier de poursuite complet. 10 jours plus tard, je déjeunais avec Sarah quand mon nouveau téléphone s'est allumé avec une alerte d'actualité. Je l'ai ouverte et j'ai failli laisser tomber ma fourchette. Photo de Richard Dubois, visage pressé contre le capot poussiéreux de son propre 4x4 au milieu d'un lotissement en construction à Versailles. 2 agents du FBI en coupe-vent de la marine lui tordant les bras derrière le dos pendant que son équipe restait figée avec des barres d'armature dans les mains. Titre, entrepreneur de Boulogne-Billancourt arrêté pour une usurpation d'identité de 178 000 € contre sa propre fille. Maman a été arrêtée 24 heures plus tard sur le parking de Carrefour à Issy-les-Moulineaux, tenant toujours 2 pots de la whey vanille préférée d'Antoine lorsque les agents lui ont mis les menottes. Antoine a été notifié 3 jours après. Les marshals fédéraux l'ont trouvé en train d'essayer de s'entraîner dans un parc public à Saint-Cloud parce que toutes les installations privées de l'État l'avaient banni à vie. Ils ont pris son téléphone, son MacBook, son 4x4 surélevé, tout. L'acte d'accusation est tombé le lundi suivant. Richard, 12 chefs d'accusation de crimes graves. Caroline, 8 chefs d'accusation, y compris complot. Antoine, 4 chefs d'accusation en tant que co-conspirateur et bénéficiaire. Pas de caution pour Richard. Jugé à risque de fuite avec le jet de la compagnie toujours à son nom. Directement à la prison de Fleury-Mérogis en combinaison orange et chaîne ventrale. Maman a été libérée sous caution mais a rendu son passeport et a reçu le bracelet électronique lumineux. Antoine a été confiné à la maison de Boulogne-Billancourt sous surveillance pré-procès, la même maison maintenant envahie par les camions de presse 24H24 et 7J7. Bernard m'a envoyé les photos d'identité judiciaire. Le visage de Richard était gris, les yeux cernés. Maman avait l'air d'avoir 20 ans de plus. La photo d'Antoine montrait un enfant qui réalisait enfin que le monde n'allait plus se plier à lui. L'histoire est devenue nationale pendant 3 jours. L'équipe a diffusé un reportage de 30 secondes sur le Sport Center, intitulé « La famille du meilleur espoir arrêté dans un scandale de fraude ». Les chaînes locales ont campé sur la pelouse jusqu'à ce que le juge émette un périmètre sans médias. D'anciens parents de joueurs de baseball qui juraient par Antoine se sont soudainement souvenus de tous les détails suspects qu'ils avaient ignorés pendant des années. J'ai tout regardé depuis la chambre d'amis de Sarah,
buvant du café par une matinée tranquille, lisant l'acte d'accusation comme si c'était le meilleur roman que j'ai jamais ouvert. Je n'ai pas célébré. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste senti la dernière chaîne se briser. Richard Dubois n'était plus mon père. Il était le détenu fédéral 48 729 509 et j'étais enfin complètement intouchable. 14 mois plus tard, j'ai pris la toute dernière place au dernier rang de la salle d'audience 402 du tribunal de grande instance de Paris. Je portais un blazer noir simple, les cheveux tirés en arrière, sans maquillage. Je voulais être invisible. J'étais la seule personne dans la galerie qui n'était ni journaliste ni membre de la famille. Richard a été amené le premier, combinaison orange, chaîne ventrale, cheveux grisonnants aux tempes. Il avait perdu 20 kilos et toute son arrogance. Quand il a balayé la pièce à la recherche de visages familiers, ses yeux ont glissé juste devant moi comme si j'étais une étrangère. Bien. Caroline est venue ensuite, moniteur de cheville caché sous un pantalon large, serrant un chapelet si fort que ses phalanges étaient blanches. Antoine est entré en dernier, pantoufles de prison, poignets menottés devant lui, ressemblant en tout point à l'adolescent brisé de 18 ans qu'il était maintenant. Aucun d'eux ne m'a vu. Le juge est entré. Tout le monde s'est levé. Le procureur a exposé l'accord de plaidoyer final d'une voix neutre. Richard Dubois. Plaidoyer de culpabilité pour 3 chefs d'accusation de vol d'identité aggravé, 2 chefs d'accusation de fraude par virement bancaire, 1 chef d'accusation d'évasion fiscale. Peine recommandée, 96 mois d'incarcération fédérale. Pas de libération conditionnelle, mise en liberté surveillée de 3 ans. Caroline Dubois, coupable de complot et de non-dénonciation de crime. 60 mois de probation, les 18 premiers mois d'assignation à résidence, restitution intégrale solidaire. Antoine Dubois, jugement suspendu, programme de déjudiciarisation, 2 ans de probation, interdiction permanente de participer au baseball organisé à tout niveau. Le juge a demandé à Richard s'il avait quelque chose à dire. Il s'est levé, la voix tremblante, et a livré la performance de sa vie. J'ai honte. J'ai fait de terribles choix. J'essayais de donner une chance à mon fils. Je n'ai jamais voulu blesser ma fille. Il a même réussi à verser une larme. Le juge n'a pas été ému. Quand elle a prononcé la sentence, 96 mois de prison à Fleury-Mérogis, date de comparution dans 30 jours. Les genoux de Richard ont fléchi. 2 marshals l'ont rattrapé avant qu'il ne tombe au sol. Caroline a poussé un cri animal, à moitié sanglot, à moitié hurlement. Antoine a juste regardé droit devant lui, les yeux vides. La restitution a été ordonnée conjointement, 178 412 € plus les intérêts payables immédiatement. Le procureur a ensuite demandé et le juge a accordé la confiscation de la maison de Boulogne-Billancourt pour satisfaire une partie de la dette. La maison de 5 chambres, la cage de frappe à l'arrière, la salle des trophées, tout a disparu. Vente aux enchères prévue dans 41 jours. J'ai regardé les marshals emmener Richard. Ses épaules étaient voûtées comme celles d'un vieil homme. Caroline a tendu la main vers Antoine, mais il a reculé devant son toucher. Pendant une brève seconde, les yeux de maman ont balayé la galerie, cherchant. Ils se sont posés sur moi. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas hoché la tête. Je n'ai pas scié. Elle a réalisé qui j'étais et son visage s'est complètement effondré. Je l'ai juste regardée comme si elle était en verre. Le juge a frappé avec son marteau. Affaire classée. Les gens ont commencé à sortir. Je suis restée assise jusqu'à ce que la pièce soit vide, à l'exception du greffier qui rangeait ses affaires. Lorsque le dernier greffier est parti, j'ai enfin laissé échapper le souffle que j'avais retenu pendant plus de 2 ans. Il n'y avait pas d'euphorie de victoire, pas de larmes, pas d'envie de courir et de leur crier au visage. Juste un vaste vide glacial là où ma famille se trouvait. Comme être dans la cage de frappe du jardin après que les lumières se soient éteintes pour de bon. Froid, silencieux, terminé. Je suis sortie du palais de justice sous un après-midi lumineux. Les montagnes semblaient exactement les mêmes que d'habitude, mais tout le reste était différent maintenant. 1 an après ce jour, j'étais enfin entière. La biopsie est revenue bénigne.
Sarah a retiré la grosseur lors d'une chirurgie ambulatoire de 40 minutes, me laissant une fine cicatrice qui court comme une ligne discrète sous ma mâchoire. J'ai gardé le rapport d'histologie dans un cadre sur mon nouveau bureau, nodule thyroïdien bénin. Aucune preuve de malignité. Certains jours, je le touche juste pour sentir que les mots sont réels. Avec les chèques de restitution et mes propres économies, j'ai acheté un petit bungalow des années 40 à Boulogne-Billancourt, à 10 minutes des sentiers de randonnée. Revêtement vert foncé, porche enveloppant, un jardin assez grand pour un chien et un potager, et absolument aucune cage de frappe. J'ai signé l'acte de vente un mardi de septembre, j'ai eu les clés et j'ai dormi par terre cette première nuit parce que le camion de déménagement était en retard. C'était le meilleur sommeil de ma vie. Octobre est arrivé, doré et vif. Un samedi après-midi, j'ai conduit vers le sud sur l'autoroute A13 sans autre raison que la lumière était parfaite et que je voulais un café de l'ancien endroit sur la rue principale. J'ai pris les petites routes à travers Versailles sans réfléchir, et là, c'était la maison de la rue des Lilas, un panneau, vendu, rouge vif planté dans le jardin, un camion de déménagement garé dans l'allée, un jeune couple transportant des cartons, riant, leur petite fille chassant des bulles à travers ce qui était autrefois le monticule d'entraînement d'Antoine. La cage de frappe avait disparu. Les lumières du stade avaient disparu. Les étagères à trophées avaient disparu. J'ai ralenti la voiture à peut-être 10 km/h. La femme a levé les yeux, a souri, a fait un signe de la main comme le font les gens dans les Yvelines. J'ai levé une main du volant en retour. Dans le rétroviseur, j'ai regardé la petite fille courir droit sur l'endroit où je me tenais autrefois, comptant les balles rapides dans l'obscurité. J'ai gardé l'image pendant exactement 1 seconde. Puis j'ai appuyé sur l'accélérateur et je me suis réinséré sur la route. Mes mains ne tremblaient pas sur le volant. Pas même un tremblement. Ils ont tout perdu. La maison, la réputation, l'enfant prodige, les uns les autres. J'ai gagné une vie qui est enfin complètement à 100% la mienne. Et alors que les montagnes se dressaient devant moi et que le vieux quartier disparaissait derrière, j'ai souri pour la première fois depuis des années sans vérifier qui pourrait regarder. Je n'y suis jamais retourné.